Salut à tous et bienvenue sur la vieille mécanique. Aujourd'hui, petite vidéo que vous êtes nombreux à attendre. Comment bien préparer sa 4L pour le 4L Trophy. Bon, alors déjà, il y a un certain nombre de points qui sont obligatoires pour pouvoir participer au raid. Et si un des points que je vais vous citer n'est pas respecté, vous avez de grandes chances de vous faire recaler au contrôle technique de Biarritz. Donc avant même de parler préparation, il faut que votre châssis soit en bon état, que vos ceintures et leur fixation soient d'origine, et que vous ayez toute la liste de matériel qui est demandée par le 4L Trophy. Mais ça, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je ne considère pas que ça fasse partie de la préparation de la 4L. Maintenant, pour ce qui est de la préparation, toujours dans les choses obligatoires, vous devez avoir 2 anneaux de remorquage, un à l'avant, un à l'arrière. Et ils doivent être boulonnés. Depuis quelques années, les soudures au châssis sont plus tolérées. En revanche, si vous avez un attelage à l'arrière de votre 4L, il peut remplacer l'anneau de remorquage arrière. Et il vous faut aussi 2 roues de secours identiques. Et ben c'est tout en fait. Donc en fait, vous pouvez faire le 4L Trophy avec une 4L pratiquement d'origine. Évidemment, je vous le déconseille. En effet, il y a un certain nombre de points qui ne sont pas imposés par le règlement du 4L Trophy, et pourtant ils sont indispensables. Pour commencer, il y a les plaques de protection moteur et réservoir. Ça paraît tellement évident qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est obligatoire. Et pourtant non. Et d'ailleurs, il y en existe plein de sortes, dont certaines qui sont même en plastique. Perso, je vous conseille des plaques en alu de 5 mm minimum ou des plaques en acier de 3 mm minimum. Ensuite, il y a le circuit de refroidissement qui doit être en parfait état, donc super propre. Le thermostat, le ventilateur doivent marcher. Le thermostat, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la petite pièce qui va servir de valve pour maintenir votre moteur à bonne température. En gros, dès que votre moteur est suffisamment chaud, la valve va s'ouvrir pour permettre le refroidissement par le radiateur. Et si jamais ça refroidit trop, la valve se referme pour que votre moteur soit toujours à la bonne température. Donc évidemment, si cette pièce ne marche plus et que la valve ne s'ouvre plus, c'est la surchauffe assurée et donc la casse moteur. D'ailleurs, une fois dans le désert, si votre voiture chauffe trop, n'hésitez pas à retirer cette pièce. Ça permettra au liquide de circuler un maximum et de refroidir au mieux votre moteur. Et de toute façon, en été, cette pièce ne sert pas à grand chose. Voilà, là vous avez tous les points pour le minimum syndical. Maintenant, je vais vous parler des points que je vous conseille de ne pas négliger. Ils vous apporteront de la sérénité et de la fiabilité. Alors déjà, perso, je vous conseille d'ajouter une protection derrière votre calandre. Ça va éviter que des cailloux passent à travers la calandre et qu'ils endommagent votre radiateur. Perso, j'ai mis un grillage fin et ça fait très bien l'affaire. Ensuite, c'est vraiment bien de mettre un ventilateur additionnel. Ça va vous permettre de refroidir encore mieux le moteur. Et surtout, en cas de panne du premier ventilateur, vous en avez un de secours. Perso, nous, le moteur a jamais surchauffé, mais dans le doute, on allumait quand même le deuxième ventilateur quand on faisait des cols, et avant et pendant les bacs à sable en fait. Au moment où la voiture est susceptible de chauffer le plus quoi. Bon, sinon un autre truc qui est bien dommage mais qu'il faut avoir, c'est un verrouillage efficace de la 4L. Parce que sinon pendant la traversée de l'Espagne, vous allez vous la faire vider, au Maroc peut-être aussi, et puis de toute façon si elle dort dehors en France, ça lui fera pas de mal. Parce que ça c'est le genre de truc, quand tu reviens le matin et que ta 4L est vidée, ça te plombe le raid. Et croyez-moi, ça arrive tous les ans. Ensuite, il y a les sièges. Vous allez faire au moins 6000 km en moins de 10 jours avec votre 4L. Alors si vos sièges ne sont pas confortables, vous allez le regretter. Donc à moins que vos sièges d'origine soient en parfait état et que vous les trouviez confortables, vraiment, changez vos sièges. Vous pouvez adapter des sièges d'à peu près n'importe quelle voiture du moment qu'ils ne sont pas trop épais. Sinon, il y a aussi les sièges baquets. Mais ça, moi, je vous les déconseille. Ça n'a pas vraiment d'avantage. C'est pas spécialement plus confortable. En général, ils sont moins réglables et puis plus encombrants. Enfin bon, c'est une question de goût, mais ça, pensez-y, les sièges, c'est vraiment important. Et voilà, maintenant si vous vous êtes penché sur chacun de ces points, votre 4L est vraiment prête pour faire le 4L Trophy. Normalement, il n'y a pas de raison que vous ne rentriez pas et que vous devriez passer un bon raid. Mais il y a encore moyen de faire quelques petites améliorations qui peuvent être bien utiles. On commence par les bavettes. Elles sont obligatoires dans la plupart des autres raids. Bon, on peut trouver ça moche, je peux comprendre, mais elles ont une réelle utilité. Déjà, si la peinture de votre carrosserie n'est pas de super bonne qualité, ça va permettre de la protéger et surtout, ça va éviter que vous puissiez envoyer des caillasses dans les voitures derrière. Et ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on peut ajouter une sonde de température pour connaître la température exacte de son moteur à tout moment. Et ça, quand on aime la mécanique, on est content de connaître exactement la température de son moteur pour savoir exactement dans quel état de santé il est. Savoir si on peut taper un peu plus dedans, s'il vaut mieux lever un peu le pied. C'est des petites indications qui sont toujours bonnes à prendre. Perso, on n'en a pas mis pendant le 4L Trophy et ça m'a franchement manqué. Si jamais on fait un autre raid, je remonte une sonde de température directe. Ensuite, il y a moyen d'améliorer un petit peu l'échappement sur les berlines, en mettant tout simplement un échappement de fourgonnette. L'échappement de fourgonnette, il y a le silencieux qui est dans l'aile
Et du coup, vous avez beaucoup moins de chances d'arracher votre peau dans le désert. Et même si c'est très marrant de se retrouver en échappement libre dans le désert, on finit vite par le regretter au moment où on rentre du 4L Trophy par la route. Et sinon, il y a évidemment tout ce qui est aménagement électrique de la voiture. C'est pas indispensable, mais c'est un sacré confort en plus. Donc installez des prises pour recharger votre téléphone, et puis de quoi mettre de la musique pour passer le temps. Maintenant, on arrive à la dernière partie, la préparation relativement superflue, qui fait assez souvent débat, qui est surtout une question de point de vue et de goût. Alors on va commencer par les pneumatiques. Et les pneumatiques, il y a deux grandes écoles. Les crampons et les pneus classiques pneus neige. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Les crampons, ils sont beaucoup plus robustes, ils ont beaucoup moins de chances de crever. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai vu à peu près 2 pneus à crampons crevés contre 10 pneus classiques crevés sur le 4L Trophy. En général, les crampons ils sont un peu plus hauts et ils permettent de rehausser un peu la voiture. Mais ça, la partie rehaussage, on y revient un peu plus tard. Par contre, ils font plus de bruit et ils font consommer un petit peu plus. Donc au niveau confort, on est perdant. Sinon, pour la partie sable, franchement pour moi, les deux catégories se valent. Ce qui fait vraiment la différence, ça va être le moteur et le pilote. Par contre, évidemment, pour de la boue ou même de l'herbe, les crampons sont nettement plus efficaces. Mais bon, vous en trouverez pas beaucoup au 4L Trophy. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez privilégier le côté off-road ou le côté route, sachant qu'au 4L Trophy, il y a beaucoup de routes. Et puis il y a aussi le côté esthétique, crampon, pas crampon. Perso, j'ai ma petite préférence. Bon allez, revenons justement à la partie rehaussage de la voiture. Donc rehausser la voiture, ça va vous permettre de la rendre un peu meilleure en franchissement. Par contre, au détriment de la tenue de route. Forcément, vous la rehaussez, le point de gravité est plus haut, et tout le monde sait que le point de gravité, quand il est trop haut sur une voiture, elle tient moins bien la route. Et en plus, ça va augmenter légèrement la consommation. En plus, si vous faites un rehaussage excessif, vous allez abîmer mécaniquement la voiture, surtout les cardans. Les cardans, ils vont en prendre plein la gueule si vous rehaussez trop la voiture. Perso, si vous la rehaussez, je vous conseille de la rehausser d'un cran, 2 crans maximum. Nous, on ne l'avait pas rehaussée et ce serait à refaire, je la rehausserais peut-être quand même d'un cran. Ensuite, il y a les amortisseurs. Soit vous laissez des types origine, soit vous en mettez des un peu plus raides. Et une fois de plus, la différence, elle va être dans la tenue de route. Des amortisseurs plus raides stabiliseront mieux votre voiture sur route, donc vous aurez moins de roulis. Par contre, vous allez perdre franchement en confort sur la piste. Fini le tapis volant que vous offrent les amortisseurs d'origine. Et en plus de ça, sur la piste avec des amortisseurs plus raides, la voiture va subir plus de contraintes, donc potentiellement plus de chances d'abîmer le châssis. Perso, je vous conseille de garder ceux d'origine, ils font vraiment bien l'affaire. Ensuite, il y a les longues portées. Bon, ça c'est surtout esthétique, parce que pendant le 4L Trophy, on n'est pas tellement censé rouler de nuit dans le désert, et sur la route, une 4L, ça éclaire déjà correctement, franchement. Si vous en montez, vous allez consommer un chouïa plus s'ils sont montés hors du gabarit de la voiture. Et si vous les mettez devant la calandre, vous risquez de réduire un petit peu la quantité d'air qui va venir refroidir votre radiateur. Perso, on n'a pas eu de souci avec les longues portées devant la calandre, ça ne nous a pas empêché de refroidir le moteur. Et si on avait eu un souci, de toute façon, on aurait pu les incliner pour améliorer leur refroidissement. Même si je vous l'accorde, c'est très moche. Et maintenant, on passe à l'aménagement du coffre. Et là, franchement, il y en a qui font des trucs de ouf. Et d'ailleurs, ça peut être pratique. Mais pour moi, c'est pas indispensable. Nous, on s'est servi de grosses caisses qui rentraient aux petits oignons dans le coffre, qu'on pouvait caler les unes par rapport aux autres pour décharger. Super pratique. En plus, l'avantage des caisses, c'est que le sable, il rentre pas dedans, elles sont étanches. Donc du coup, la nuit, pas de grain de sable dans le duvet. Et en plus, ça a le mérite d'être beaucoup plus léger que les aménagements bois classiques. Donc si vous êtes motivé et que ça vous fait plaisir, évidemment, faites-vous kiffer, faites-vous un super aménagement. Par contre, si vous n'avez pas le temps ou même que vous avez la flemme, pas de panique, vous allez acheter des grandes caisses et vous allez voir, ça fait au moins aussi bien le boulot. Par contre, essayez d'en prendre des solides, sinon elles vont rentrer complètement fracassées. Pour rester dans le thème du stockage, vous pouvez mettre une galerie de toit sur votre 4L. Ça va vous permettre de délester un peu le coffre et sur une berline, ça peut être pratique. Autre avantage évidemment, c'est que c'est beau parce que franchement ça fait super baroudeur, moi j'adore. Mais par contre, comme tous les trucs qui rajoutent du style à la voiture, ça la fait consommer un peu plus. Autre point négatif, mais ça c'est pas sur toutes, il y en a certaines qui font un sifflement affreux, donc 6000 km avec un sifflement de galerie dans les oreilles. Surtout qu'une 4L, ça fait déjà bien assez de bruit comme ça. Et ensuite, dernier point négatif de la galerie, mais pas des moindres, c'est qu'évidemment, ça va vous faire du poids en hauteur par rapport à la voiture. Et une fois de plus, le poids en hauteur sur les voitures, perte de tenue de route. Donc si vous voulez en mettre une, essayez de mettre des trucs légers dessus, comme par exemple vos jerrycans vides, votre tente, vos matelas gonflables, je sais pas. Mais genre évitez les roues de secours par exemple. C'est super beau, mais par contre, les roues de secours, c'est lourd. Ah, et dernier point important, si vous en mettez une, fixez-la bien.
Parce que chaque année, dans les bosses, il y a des équipages qui se prennent leur galerie sur la gueule. Bon, il nous reste quoi? Ah, le snorkel ou tuba. Il est censé réduire la quantité de sable et de poussière que vous allez faire avaler à votre boîte à air. Mais si vous voulez mon avis, ça sert à rien, c'est peut-être même pire. Parce que quand vous roulez sur la piste, votre voiture elle va décoller de la poussière. Et la poussière, tout de suite, elle va monter. Donc au final, vous allez aspirer plus de poussière en haut qu'au niveau de votre moteur. Nous par exemple, on avait mis juste un collant en entrée de boîte à air et on n'avait quasiment aucune poussière dans le filtre. Parce que tous les soirs, on allait au pôle méca et on soufflait un coup les filtres à air avec un compresseur. Et à chaque fois, ceux qui avaient un snorkel, ils avaient plus de poussière dans le filtre que ceux qui n'en avaient pas. Et mieux encore, pour ne pas avaler de poussière, le mieux c'est de rester éloigné des autres. Plus on est collé aux voitures de devant, plus on va prendre de la poussière. Bon maintenant évidemment, si vous voulez en installer un pour le look, je comprends. Par contre, vous attendez pas à protéger réellement votre moteur. Et puis là encore, ça va vous faire consommer un petit peu plus. Bon allez, on attaque le dernier point, la peinture. On est d'accord, ça sert à rien, c'est juste pour se faire plaisir pour les photos souvenirs. Mais il y a plein de gens qui disent ne les repeignez pas, elles vont rentrer ravagées, etc. C'est complètement faux. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Si vous utilisez une bonne peinture de carrosserie, elle tiendra le coup sans problème. Nous, on n'a pas eu un seul impact, alors qu'on a pris des cailloux, des branchages. D'ailleurs, merci les petits enfants du désert qui ont un petit peu aidé. Et le seul accroc qu'on a fait, c'est dans le coffre, mais ça c'est nous, on l'a mal fermé sur une caisse, donc du coup, on a déformé le coffre, on a fait sauter un petit bout de peinture. Mais ça va être bientôt repris. Bon voilà, on a fait le tour de tous les points de la préparation, je pense pas en avoir oublié. Bien entendu, ça c'est les points préparation, mais ça n'empêche pas que votre voiture doit être en bon état si vous voulez passer un bon raid. Et pour ça, si vous voulez, vous pouvez reprendre la vidéo guide achat dans laquelle je fais la liste de tous les points à vérifier. S'ils sont bons, votre voiture est en bon état. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre un maximum. Vous pouvez aussi vous battre snorkel, pas snorkel, pneus cloutés, pneus lisses, siège baquet, siège d'origine. Enfin bon, vous faites ce que vous voulez et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne préparation à vous et surtout, faites-vous plaisir, c'est le plus important.